Donc, c'est un projet qui permet de pouvoir créer une application réelle. J'ai commencé le projet à peu près déjà pratiquement complètement un mois et quelques jours, d'accord? Bon, c'est une architecture distribuée et il y a plusieurs parties. La partie EJB, la partie Angular, la partie avec JSF, vous voyez? La partie même avec les React sont inclus. J'ai travaillé sur les RMI, j'ai travaillé sur les projets de conteneurs légers dont je suis là. Sur cette partie, je vais d'abord commencer par la partie sécurité que j'ai couvert, c'est-à-dire une sécurité qui a été prise en charge manuellement sans avoir même tenu compte des frameworks comme Keycloak ou, voilà, ou des GWT par exemple, des outils. J'ai vraiment travaillé sur la partie sécurité, une prise en charge manuelle en fait. Et là, il faut pouvoir gérer leur rôle manuellement, il faut vraiment les gérer. Et j'ai travaillé avec des filters, donc c'est là que nous allons travailler ensemble sur cette partie-là. Nous allons pouvoir configurer la partie sécurité ensemble, d'accord? En activant les filters. Et cette partie, c'est une application qui utilise une architecture distribuée, donc il y a beaucoup de choses. J'ai travaillé sur les API SOAP, j'ai travaillé sur les API en fait, sur l'API REST, j'ai travaillé sur pas mal de choses, les projets EA. Ok, c'est un projet réel dont j'ai commencé à travailler, mais je souhaite déjà commencer à proposer la couverture de la sécurité avec vous montrer un peu comment ça fonctionne en fait. Donc à la base, j'ai créé un projet comme ça, ok. J'ai démarré mon Docker. Mon Docker il est là, démarré, d'accord, c'est en marche. Donc Docker il est en marche. Donc à la base, pour éviter les conflits, d'accord? Parce qu'on n'utilise pas Docker parce qu'il faut utiliser Docker. Il faut utiliser Docker avec un intérêt, ok? Et justement, ça permet de rendre flexibles vos projets, dans les projets modernes aujourd'hui. Mais j'ai utilisé Docker Compose ici pour la gestion des conflits, d'accord? C'est pour éviter d'avoir, parce que il y a la distribution des bases de données. Certaines bases de données ne se mélangent pas. J'ai travaillé avec les Tomcat, j'ai travaillé avec les Wildfly, vous voyez un peu. Et cela a été rendu possible grâce à la distribution, d'accord, l'architecture distribuée qui m'a rendu le travail beaucoup plus flexible parce que j'ai souhaité personnellement dans mon application séparer toutes les couches, d'accord. Chaque partie de l'application, chaque partie du projet est devenue une application à part. Donc une architecture distribuée et qui aussi a des communications, d'accord. Je peux communiquer entre les applications. Alors, je vais commencer par cette partie. Donc, c'est un projet, ça c'est la partie mémoire, ça c'est le client. Le client, en fait, où est-il là? Je suis sur celui-là. Ça c'est le client, en fait, le client léger. C'est le conteneur léger, Tomcat JSP Servlet, d'accord? Sur ça, j'ai proposé une gestion de la sécurité. Donc, mon Docker Compose est là. À la base, vous voyez que j'ai voulu utiliser Keycloak. Bon, après, je pourrais faire la maintenance plus tard, mais l'écosystème est déjà mis en place. Je n'ai pas fini de compléter. Bon, après, je verrai comment je vais, parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop d'utiliser beaucoup de choses. Donc, parlons un peu de la partie métier. J'ai commencé avec repository, par exemple. Là, j'ai mis la méthode public save, public boolean delete, d'accord. Vous voyez que ça, c'est en fait, j'ai utilisé la généralisation, la généricité plutôt. Donc, j'ai public list, d'accord. Comme ça, très facile en fait, ce sera très facile pour moi de faire le reste en fait. Vous voyez que j'ai fait avec ça. Et je suis venu sur l'implémentation. D'accord. On implémente quoi? On implémente le T. Le T, ça représente en fait effectivement euh, l'objet ça représente un objet quelconque, un objet lambda. Et c'est cet objet lambda là, j'ai implémenté son repository, d'accord. Et donc ce qui m'a permis en fait de gérer les transactions, d'accord, avec Hibernate. Et en vous parlant de Hibernate, la configuration a été faite à travers Docker en fait. Et en fait, j'ai pas mal fait des configurations. Je montre déjà comment ça représente ici pas mal de configurations en fait sur cette partie-là. Alors vous avez un peu les credentials, d'accord. Tous mes credentials sont là.
Il n'y a rien de secret, c'est pas quelque chose que j'utilise en production. D'accord. Voilà, mes credentials sont là. Le projet sera sur... voilà, ça c'est la base de données qui sera créée. Et ces mêmes credentials qui sont là, je les ai également enseignés au niveau de Docker. Donc, vous voyez en fait... mon Docker est là. Et que j'ai renseigné ces informations. D'accord. Ça c'est mon MySQL, le conteneur est là, MySQL conteneur IPD, role, mémoire IPD, voyez un peu. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un peu pas mal de ceci. Voilà, vous avez tout ça. Ça s'interprète, hein, tout ça, ça s'interprète. Ça c'est un service Keycloak. Bon, après je vais revenir sur ça. Vous avez mon fichier qui est là. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Alors, suite à cela, j'ai pu donc faire la configuration de Hibernate et voilà, vous allez dans le package utile, hein, c'est la raison pour laquelle le nommage est très important. Quand vous allez dans Hibernate, hein, j'ai fait pas mal de configurations, hein, j'ai fait de, voilà, tout est bien structuré, vraiment très bien structuré, d'accord, très bien structuré, ok. Et j'ai fait également, voilà, vraiment c'est pro, hein, c'est pro. Après, vous avez pas mal de tests ici. Ça, c'est pour tester mon Hibernate si ça fonctionne. Hein. Et j'ai également testé les propriétés que j'ai prises là. Vous voyez, tout ça, ce sont les classes de test. J'ai mis ça ici pour tester en fait parce qu'il fallait vraiment tester, voilà, tester que ça fonctionne bien. S'il y a un problème, je peux tester quelque part pour voir où le problème se trouve, tout simplement. Voilà, pour tester les credentials que je vais. Donc, tout est à tester ici. Donc, mon Hibernate est là et qui va donc pouvoir mapper App User et App Role. La raison pour laquelle j'ai mis App User, pourquoi pas User directement, parce que lorsqu'on utilise les frameworks comme les Spring Security, si je souhaite quand même changer un jour, je vais être confronté au problème de User, d'accord, d'où je préfère mettre App User pour ne pas être, pour éviter d'avoir des problèmes de conflit en fait. Ok. Après, vous avez tout ça, ça c'est la couche, ça c'est en fait la classe Hibernate. Bref, de bavardage, c'est du code technique. Hein. Alors, le problème avec le code technique, c'est qu'on peut retrouver ça partout. Et je suis venu dans ma classe ici, dans le repository, d'accord. C'est un code technique. Et le code technique, quand vous voyez ceci, hibernate.util get open, nanana, vous voyez, vous êtes en train de mélanger. Je suis en train de mélanger, c'est moi qui fais cela. Je mélange là le code technique avec le code métier. C'est bien pour une petite application, on peut avoir le contrôle, les transactions, etc. C'est beau, c'est bien. Vous voyez que ça se répète là. Le métier, c'est ça en fait. Le métier, c'est en fait, si regardez bien. Normalement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici? J'ai juste besoin de faire un save en fait. Mais après, vous avez tout ça. Vous avez tout ça. C'est un code qui se répète. On n'a même pas une possibilité de pouvoir factoriser cela correctement. Donc, le fait qu'on ait à mélanger, vous voyez, le métier, normalement, c'est juste par cette partie-là, le traitement qui se fait. Mais après, il faut d'abord faire begin transaction, la commit, et puis voilà. Vous avez aussi les mélanges avec beaucoup de choses, les try-catch en fait. Et ce qui fait qu'en fait, quand on travaille avec ce style-là, nous sommes en train de mélanger le code technique avec le code métier. D'accord? Et ça veut dire que ça, c'est un style de programmation qui se fait peut-être pendant les années 2000. Hein. Depuis les années 2000, on a introduit l'inversion de contrôle en fait, qui en fait stipule que voilà, avec le paradigme voilà, voilà, disons que l'inversion de contrôle, c'est pour que le code technique soit séparé du code métier, d'accord? Il faut gérer la partie métier à part, le code technique à part, d'accord? Et cela est donc utile de voir que mon application qui au départ était destinée à un seul, d'accord, j'étais supposé faire ça avec Tomcat de ce style-là, mais comme j'ai beaucoup de classes, j'ai trouvé inutile et je ne pouvais pas non plus arrêter le projet, aller sur d'autres architectures, recommencer, non. J'avais déjà commencé avec la partie sécurité. J'ai dit, bon, je vais pour le moment travailler sur cette partie-là, je vais travailler sur la partie sécurité, c'est vrai. Sur cette partie-là, je vais finir parce que là, ça commence à être un peu un mélange. Regardez ce qui va se passer. Avec ce code, j'ai pu avoir, quand j'ai créé Entity, Entity doit avoir également, ça c'est normal, c'est de l'Hibernate, hein, c'est vraiment des annotations JPA.
c'est normal. On pouvait utiliser Lombok pour essayer de factoriser tout ça, pour ne pas avoir des... Bon, je n'ai pas voulu mélanger. C'est un projet purement Java EE. Je ne voulais pas mélanger du Spring Boot avec ce projet-là. Je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Donc, vous voyez que les rôles également, ça commence à faire beaucoup de code. Hein. Là, c'est bon. Bah, c'est bon ici. Maintenant, quand je suis parti, il fallait aussi créer les interfaces. D'accord? Dans la couche DAO, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la couche DAO, je dois prendre avantage des repositories qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait dans ID, dans App User va donc pouvoir étendre en fait, d'accord, les aspects de App User, de repository là, d'accord. Donc je vais bénéficier en fait, c'est-à-dire une interface peut également, d'accord, hériter d'une autre interface, sans problème, d'accord. Et l'interface App User va hériter de l'interface repository qui donc aura donc pour objet App User, d'accord. Parce que comme vous voyez ici à la base, j'ai dit que l'objet ici c'est App, c'est T, d'accord. Et lui il a été implémenté par, donc son implémentation également c'est ici, d'accord. Donc à chaque fois celui qui va se mettre là, d'accord, celui qui va se mettre ici, ce sera comme on a juste besoin de mettre un user. Donc de l'autre côté, un objet ici qui va, bon, vous avez compris le principe. Hein. Donc ici là j'ai l'objet qui est là, et lorsque je vais implémenter, je vais prendre avantage de App User. Donc App User qui est donc une interface qui va donc hériter de l'interface repository qui lui aussi le T sera remplacé par l'objet App User, d'accord. Et ce qui fait que je vais bénéficier, d'accord, de l'implémentation de repository, et donc je n'aurai pas à faire un grand travail. S'il y a des propriétés à ajouter, d'accord, de façon spécifique comme public, assign, app user et tout ça là, qui n'ont pas besoin d'être répétés au niveau de, comment on appelle ça, c'est-à-dire les propriétés spécifiques à app user, je les ai ajoutées dans app user, d'accord. Je pouvais aussi avoir une seule interface pour les deux, app user, tout ça là, comme on fait par exemple catalogue, dans le catalogue on peut avoir le produit, on peut avoir les catégories, d'accord. Donc je pouvais avoir aussi un style comme ça, mais j'ai préféré séparer app user, et comme user et rôle sont liés, donc les rôles peuvent être assignés à partir de l'interface user, d'accord. Donc si vous êtes dans user, vous pouvez assigner un rôle à un utilisateur, assign role to user. C'est pour cela que j'ai préféré mettre la propriété là ici, et vous avez app user, etc. Donc certaines propriétés sont typiquement que je n'ai pas mis dans le repository ici, d'accord. C'est les propriétés qui sont uniquement spécifiques à rôle en fait, à user plutôt. Et vous avez la même chose ici, vous avez un peu les propriétés qui sont spécifiques également. J'ai essayé de faire un peu de mon mieux. Hein. Donc il y a save a new role, app role, etc. Ça, ce sont les propriétés spécifiques à rôle en fait, d'accord, à rôle. Donc ce qui fait que rôle va bénéficier également de repository, de son implémentation. Donc le type rôle, hein, c'est l'objet en T là, donc du coup. Mais après il y a des propriétés spécifiques hein, qui sont à rôle. Si je veux uniquement sauvegarder rôle, d'accord. Bon après ici j'ai vu que j'ai fait comme une répétition, mais vous savez quand vous codez, vous souhaitez avoir un peu plus de rapidité. Bon après je pense que il y a une refactorisation à faire. C'est comme si je me suis répété un peu ici, mais j'avais pas besoin de me répéter puisque j'ai un save déjà là. C'est pas grave, qu'à cela se tienne en fait, j'ai pu gérer la partie implémentation de user. Vous avez ici Entity Manager, vous voyez, je l'ai appelé en fait Entity Manager, d'accord, pour injecter cela. Et puis à travers cela, vous allez voir que je suis en train de me répéter là, le code technique a commencé, d'accord. Vous allez voir, voilà, le métier est là. Après, vous avez que faut mettre les session close. Donc, quand je travaille comme ça, vous voyez que je me répète là. Les transactions sont là. Je mélange les transactions avec le code métier. Vous voyez un peu, c'est ça qui fait que un code à un certain niveau, n'est plus acceptable en fait. Et quand on se répète comme ça, la maintenance devient de plus en plus
fastidieuse en fait, d'accord? Et vous allez donc convenir avec moi que c'est sur cette base-là que j'ai pensé, puisque j'avais déjà fait un pas vers, parce que au départ, le but c'était vraiment de séparer, hein, de séparer le code métier avec le code technique et même la couche sécurité, d'accord? Alors le terme m'échappe un peu. Euh, Ça va venir tout à l'heure. Du coup, c'est un paradigme orienté objet que je vais tout à l'heure te dire. En dehors de l'inversion de contrôle, il y a un rôle, il y a un nom qu'on utilise là quand on veut séparer en fait. Voilà, on veut faire que voilà, le code métier soit, c'est-à-dire c'est l'inversion de contrôle, la séparation du code métier avec le code technique et même voilà, les logins et tout ça là, ça fait partie du code technique. Il y a un nom qu'on appelle ça en programmation paradigme orienté objet qui pourra certainement revenir tout à l'heure. Donc, ce qui fait que à la base, je peux accepter pour deux classes faire comme cela, d'accord? Mais ça ne devrait pas continuer pour une application qui est longue. Si je peux accepter ceci, dans le but, avec deux classes, la maintenance peut quand même être comprise. Je peux à la limite accepter cela. Mais quand je commence à dépasser 2, 3, 4 classes, vous voyez que ça commence à devenir beaucoup. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision de ne pas continuer le projet sur la même lancée, de séparer donc, de laisser cette partie pour de la sécurité et donc considérer l'autre partie comme étant un code, plutôt prendre la couche métier et faire tout ce que je devais faire. Après, vous avez compris cela, il fallait aussi vraiment séparer les choses. Hein. Je n'avais pas le choix que de faire les mappers. Hein. D'abord, j'ai commencé par faire la couche modèle. Hein. Le modèle représente ce qu'on appelle les DTO, d'accord? Donc, les DTO, c'est comme le modèle en fait. Parce que c'est ça qui sera en interaction directe, qui va en fait pouvoir prendre les données qui seront saisies au niveau de l'interface graphique. D'accord? Donc j'ai en fait mon DTO qui est là, ça représente le modèle, hein, c'est vraiment ça. Et le modèle il est créé, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de vraiment séparer les choses. Comme ça, s'il y a un souci dans mon application, que je puisse avoir vraiment la possibilité de bien maintenir cela. Sans ça, je peux avoir un problème dans le futur. D'accord? Lorsqu'il s'agira de maintenir, après j'aurai des soucis, après je vais abandonner. Vous voyez? C'est pas normal de passer des nuits de code et puis de ne pas réellement pouvoir continuer la maintenance de l'application. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que l'architecture à la base n'est pas bien faite. Voyez? Donc il faut utiliser des architectures avec une raison et que cela soit justifié en fait. J'ai ici mon DTO, d'accord, sur App User DTO. Je suis toujours dans le principe de c'est réalisable hein, parce que je préfère, hein, ce sont les bins, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est le minimum, ce sont les bins dans tous les cas. Un bin c'est quoi? C'est vraiment c'est une classe qui a voilà qui optionnellement hein, c'est de façon optionnelle va implémenter en fait l'interface c'est réalisable. Hein. Bon après vous allez voir que quand vous faites les API, quand les API restent avec les EJB, vous avez besoin de pouvoir vraiment préciser ces réalisable afin que ce soit pris en compte pour qu'ils traduisent en fait déjà les échanges avec la base de données, ça va être de façon beaucoup plus flexible. En plus le code, la traduction de vos données en format JSON sera également facile. C'est la raison pour laquelle nous utilisons Serializable. Le format JSON, pour que ça puisse être pris en compte, ce sera très facile. Il n'y aura pas de complications. Et en même temps, donc le bin, c'est vraiment une classe qui implémente en fait l'interface Serializable et en fait qui admet des propriétés privées et des getters, des setters, un constructeur, au moins un constructeur public explicite, d'accord? C'est-à-dire que par défaut en Java, si on ne précise pas le constructeur sera par défaut. Donc c'est un constructeur qui est déjà là, mais en fait avec les bins pour donner la définition, il est quand même aisé de pouvoir mettre en place le constructeur visible, d'accord? Au moins un constructeur public, hein,
Voilà, donc j'ai un constructeur sans argument et le constructeur avec argument qui est là. D'accord? Et vous avez un peu tout ce qui va avec tout ça. Ça, ce n'est que la conséquence du bon travail, bon, disons de la bonne, voilà, de la bonne couche, des couches qui ont été bien faites ici. Donc, j'ai pas eu de mal pour voir, c'est un copier-coller, hein, et puis de mettre. Après, vous allez constater qu'avec les DTO vont pouvoir interagir directement avec en fait ils vont à travers en fait. Bon, j'ai un peu anticipé. Les DTO, c'est la couche modèle, d'accord? Comment ça fonctionne? J'ai besoin des mappers, d'accord? Les mappers que j'ai créés ici. J'ai besoin de mappers. Donc, j'ai utilisé les mappers ici, d'accord? Ça permet de faire la conversion, tout simplement. Donc, avec les mappers, vous avez la possibilité de faire les conversions. Donc, les mappers, la couche mapper est là. Donc, la couche mapper, par exemple, je peux avoir cette app role map DTO. Donc, map role DTO to role. Donc, je peux traduire en fait les entités, les rôles entités au DTO, d'accord? Donc, je peux partir de DTO entity, de entity. Donc, les mappers, je peux utiliser un framework comme Struct, MapStruct, ou bien je fais ça de façon simple comme ça. Ça dépendra. Donc, app DTO to role DTO. Donc, je peux traduire quoi? En fait, les apps, c'est-à-dire la classe app role, qui est une entité à DTO, d'accord? Voilà, vous avez un peu tout, hein. Donc c'est vraiment ça le rôle des mappers. Je peux partir des entités à DTO, des DTO à entity, d'accord? Alors pour cela, on a besoin de la couche service, d'accord? Ça, c'est toujours les mappers, hein, au niveau de app user. Donc c'est vraiment ça qu'il fallait faire, hein. Donc après, nous avons les mappers qui sont là et j'ai essayé de faire un peu de commentaires, hein, pour donner un peu de sens à cela. Et donc vous avez les app role, tout le rôle user, etc. Mais vous allez comprendre que nous avons besoin de la couche service pour rendre cela possible, d'accord? La couche service donc a été mise en place pour pouvoir gérer. Cette couche service là va donc être faire le traitement en fait. Et la couche service, bien sûr que oui, vous allez constater que dans la couche service, c'est une interface, d'accord? Bizarrement, c'est vraiment ça le principe, hein. Donc le service également devient comme une interface, d'accord? Pourquoi l'interface est bien? Parce que je souhaite ne pas mélanger les choses, d'accord? J'ai préféré mettre service. Donc les DTO comme vous voyez, les DTO ont été pris en compte. Par contre, quand j'ai fait les services se représentent également. Donc j'ai carrément user service, d'accord? Et dans ce cas, j'ai fait vous avez tout ce qui va avec, hein, les app user DTO, register. Ça, c'est pour la connexion. Donc, c'est ça qui va nous permettre en fait de pouvoir se connecter, d'accord? Le user va pouvoir se connecter à travers ces méthodes-là. Donc, j'ai l'enregistrement en fait. J'ai ici pour s'authentifier, string, email, nanana. Vous avez un peu de tout, quoi. Vous avez un peu de tout. C'est ça qui va me permettre la partie traitement. Comme ça, je ne vais pas utiliser les DAO directement. Je vais directement utiliser en parlant des DAO. Les DAO, c'est justement qui vont interagir avec les entités, d'accord? Et les entités vont interagir avec, voilà. Les entités sont représentées par la base de données, tout simplement, en fait. Donc, les DAO vont directement interagir avec la couche entity et donc par conséquent avec la base de données. Donc, ce qui fait que j'interagis directement avec Hibernate en fait, d'accord? Directement avec Hibernate. Donc, à travers les DAO, si vous voulez en fait. J'interagis directement avec Hibernate. Donc, je suis là et puis la couche entity, on ne touche pas à ça. Donc, il faut passer par les DAO afin de pouvoir. Donc, je suis dans les services. Les services ont été, bien sûr que oui, ont été appelés. Donc, les services vont interagir avec quoi? Dans les services, nous n'aurons besoin que de travailler avec les DTO, d'accord? Ce qui fait que j'ai travaillé avec les DTO dans cette partie-là. Et moi, ce que je souhaite en fait pouvoir faire, c'est puisque j'ai déjà travaillé sur cette partie-là, c'est de maintenant pouvoir se connecter, d'accord? Premièrement, l'utilisateur doit devoir créer un compte. Deuxièmement, il doit devoir se connecter également. La création de compte peut se faire de deux façons. L'administrateur peut avoir la possibilité de créer un compte
et comme l'utilisateur peut aussi lui-même créer un compte lui-même. Donc c'est mon système qui fonctionne comme ça. Alors vous avez un peu de tout là, vous avez App User, vous avez le nanana. Qu'en est-il des rôles? Qu'en est-il des rôles? Assign le rôle, etc. Alors si l'utilisateur se connecte, l'utilisateur va se connecter. Pour faire le travail, il doit avoir un rôle. Le rôle sera assigné une fois que la personne crée un compte. Il doit avoir un rôle. Et moi, je suis supposé, en fait, si la personne n'a pas de rôle, la personne ne pourra pas avoir accès à une certaine ressource donnée. D'accord? Du coup, lorsque l'utilisateur va créer le rôle, l'administrateur verra que l'utilisateur a créé un rôle. Qu'est-ce que l'administrateur fera dans 48 heures, par exemple, la personne aura accès à la plateforme. Parce que l'administrateur va vérifier chaque 48 heures quelle est la personne qui a créé le rôle, en fait, plutôt qui a créé le compte. Une fois que la personne se connecte, et chaque 48 heures, en fait, l'administrateur va devoir assigner un rôle à la personne. Une fois que le rôle est assigné, et cette personne aura donc accès aux ressources de l'application. C'est comme ça que j'ai réfléchi sur le système, en fait. Bon, après, si vous avez des apports, vous savez que c'est la partie sécurité, je suis en train de gérer manuellement, en fait. Et j'avoue que quand même, j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec des frameworks de sécurité. Mais là, j'ai décidé de le faire manuellement, de façon aussi professionnelle. D'accord, pour avoir un peu la main sur la partie sécurité de façon manuelle. Parce que travailler avec les Tomcat, etc., cette partie-là, sans impliquer des frameworks réellement, nécessite quand même avoir la maîtrise de tout ça. Bien sûr que oui, le but c'est de faire une application sécurisée. Alors, avec cela en tête, je vais d'abord devoir lancer l'application. Ok. Je vous ai parlé ici de rôle, non, des services. Hein. Donc, vous avez également rôle user, service app rôle user, vous avez tout ça. Sur les rôles, vous avez les services qui sont faits pour ça. Hein. L'avantage, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, vous venez ici, vous regardez votre code. Ce code, je l'ai pu toucher depuis pratiquement 3 semaines. Cette partie-là. Et c'est maintenant que je fais avec vous. Et la raison pour laquelle je me retrouve, c'est parce que en fait, j'avais bien fait le code. Ok, j'ai bien fait le code. Donc depuis 3 semaines, c'est maintenant que je reviens et je fais un live avec vous en fait. Donc c'est normal. Donc create role, vous avez app role role DTO. Vous avez ici un peu tout là. Donc ce que vous pouvez retenir ici c'est quoi? J'ai les interfaces, d'accord. Ici ça me permet en fait de quoi? Et tout ça, je suis dans les services. Donc je suis dans les services ici. Je vais devoir travailler avec juste un instant. Donc je suis ici, je suis en train de travailler avec donc j'appelle AppVol comme interface. Et sachez que AI role là, ça représente quoi? Il faut que je travaille avec les DTO, d'accord? Les DAO, pourquoi je vais appeler les DAO? Parce que j'aurais directement besoin d'avoir à manipuler en fait. Normalement, cette partie-là, quand je suis arrivé, j'avais un petit souci quand même de pouvoir. Après, il fallait que je travaille avec comment on appelle ça? Je travaille avec les DTO normalement, mais je suis sur la partie. Les DTO, c'est lorsque je suis sur la couche web, d'accord? Donc ici, là, je suis sur le service. Les services vont interagir directement avec les DTO. C'est tout à fait normal. Donc ici, j'ai les rôles DTO, les DAO plutôt. Et, voilà. Et puis, j'ai aussi besoin des mappeurs, d'accord? Pour donc pouvoir convertir les données de l'entity à DTO et de DTO à entity. Et que donc que cela soutient, j'ai en fait un constructeur, la Text and Apple. Donc c'est vraiment un constructeur qui est là. Et puis voilà, vous avez en fait App rôle DTO, create role. Si je veux créer un rôle en fait, c'est comme ça que je fais ça. D'accord? Donc ça va créer le rôle et puis ça va convertir ça. Donc vous avez tout ce qu'il faut, le code qu'il y a lieu de faire ici. J'avoue quand même que ça m'a beaucoup aidé, hein, cette façon de procéder de façon basique. Hein, ça m'a beaucoup aidé. Et depuis que je code de cette façon-là, sans l'utilisation des frameworks par exemple, si je veux faire tout à la main, je me retrouve en fait. Je me retrouve et c'est très facile à gérer. Vous avez la même chose, la même logique qui est là. Donc j'ai ceci en fait.
d'accord. Alors, vous avez un peu de tout ça. J'étais obligé de faire parce que dans le rôle, j'aurais des besoins de user. Donc, j'ai ici user, donc les interfaces, DAO que j'appelle ici. Et puis, j'appelle également les mappeurs, d'accord. Et la couche service, en fait, c'est ça qui va, lorsque nous serons au niveau de la couche présentation, au niveau des contrôleurs servlettes, c'est là que nous aurons besoin en fait de cette couche service là en fait. Donc les services vont travailler avec les DAO et à travers le mappeur maintenant, en utilisant les services, nous avons la possibilité, ce qui me conduit donc à pouvoir le faire directement avec. Donc vous avez tout ce qui va avec. Hein. Donc c'est vraiment intéressant de constater que le travail a été abattu de cette façon là. Et après pour terminer, j'ai donc travaillé avec la partie en fait contrôleur. J'ai appelé ça directement servlet, ok, servlet. Vous avez ici en fait servlet, d'accord. Vous avez les servlettes. Donc dans les servlettes, vous avez à peu près ceci, hein, c'est parti de user servlet, d'accord, user servlet, user service plutôt. Donc j'appelle en fait les services qui sont là, très intéressant, très important d'ailleurs. Les services vont pouvoir me permettre de travailler, d'accord, de façon authentique. Hein, donc j'appelle les services et comme j'appelle les services comme ça, je dois devoir bien sûr que oui appeler Hibernate. Et si j'appelle Hibernate, Hibernate travaille en connivence avec les DAO, ce qui est tout à fait normal. Puisque je vais interagir avec la base de données, je dois passer par Hibernate, le framework. Donc, ce qui fait que la présence, d'accord, la présence de DAO dans cette partie essentielle est due à la présence de Hibernate. Parce que Hibernate ne travaille pas directement avec le rôle service. On est d'accord? Ce qui fait que je suis arrivé à pouvoir voilà, faire donc j'ai donc initialisé, d'accord, les users et puis les rôles en fait en appelant les entity manager, l'entity manager qui est là. D'une certaine façon, il va faire l'initialisation et à travers ma couche service, user service, je peux facilement pouvoir recharger donc mes données depuis la base de données, d'accord. Donc il va initialiser en fait le user service, d'accord. Ça veut dire que s'il y avait des données au niveau de la base de données, il va avoir dans user service, nous avons besoin de app user DAO et de app role DAO, d'accord. Et dans une role service, nous avons également besoin de app user, app role service et puis app role DAO, d'accord. Après, vous avez quelques tests, hein. Ça c'est pour me permettre, après en production, on peut enlever ceci. Et c'est juste pour me permettre en fait en local de voir ce qui se passe en fait. Donc j'ai mis ceci. Après si vous voulez vous utilisez en fait les logs. Et après quand je finis l'application de façon globale, je pourrais mettre les logs. User service initialize successfully. J'ai également le fed to initialize. Donc ça me permet en fait d'avoir une idée sur cette partie là. Donc init, ça permet d'initialiser dès que je démarre mon application. Alors c'est en fait ce qu'on appelle en fait en Java. C'est une méthode en fait qui permet de gérer les cycles de vie, d'accord. Donc init, ça gère les cycles de vie. Il y en a beaucoup, il n'y a pas ce framework init, mais init c'est pour initialiser en fait. Donc en fait, j'ai également do get, donc tout ce qui va, parce que mes formulaires, j'ai mis en fait action là. Donc si action est nul, en fait, on va justement action égale à nul, on va rien faire en fait, on va rien faire. Et on va recharger uniquement la liste d'utilisateurs et puis on va rien faire. D'accord, on recharge juste la liste, on ne fait rien en fait. Dans le cas contraire, hein, si on sort de là, c'est le contraire. Donc si action, la personne en fait choisit add, alors il faut faire un travail sur add. Donc il fallait séparer vraiment avec le case là. Edit, il faut faire un travail sur edit. Delete, on va faire un travail sur delete en fait, user. Et vous avez en fait, pour toutes ces propriétés là, add, edit. Et puis voilà, toutes ces propriétés ont été traitées, d'accord, de façon beaucoup plus simpliste. Hein, donc il y avait des paramètres qui ont été relevés, toutes ceux qui partent de tous les méthodes de poste. Donc je les traite dans deux postes ici et puis j'ai ceci. C'est là que j'ai besoin maintenant, si je veux travailler avec les entités, je ne peux pas les travailler de façon directe. J'ai besoin de travailler avec les DTO maintenant, parce que là je suis dans la couche en fait, je suis dans la couche view, d'accord, je travaille directement avec les DTO. Donc j'ai app user DTO ici égal à, et voilà ceci, d'accord.
Vous faites toutes les acrobaties possibles. Hein. Ça, c'est vraiment c'est basique. Donc, je travaille avec les détails de cette partie-là. Je fais la redirection. OK? La redirection directement. Maintenant, ça, c'est, comme je disais, ça représente en fait le back-end. C'est ce que l'administrateur peut faire. Après, je suis supposé maintenant, une fois que c'est fait comme ça, la personne va appeler la liste, etc. D'accord? Maintenant, ce que je souhaite faire ici, déjà, je vous montre déjà comment ça fonctionne. Hein. Donc, j'ai déjà mon Docker qui est lancé. Je vais juste déployer sur Hibernate, plutôt sur Tomcat 9. Hein. N'hésitez pas hein, pour des questions. Il y a aussi un problème de compatibilité qu'il faut gérer. Donc, vous pouvez gérer. Alors, ça, c'est l'interface que je peux rapidement régler le problème. Hein. C'est une interface que je vais gérer ça vite fait, avec vous d'ailleurs. Je considère que c'est pas. En fait, je suis supposé avoir une page. D'accord, une page. Après Bootstrap, tout ça. Je suis supposé avoir une page ici, une belle jolie page, juste d'accueil. Hein. Si l'application se lance, bien sûr. Sinon, après, il y a la possibilité d'aller sur User. Si vous allez sur User, vous allez avoir un peu tout ce qui va avec cela. Donc, User ici, j'ai des rôles en fait. Je peux supprimer un User. D'accord, je peux supprimer en fait un User là. D'accord. Je peux modifier, je peux ajouter, par exemple, lui là, il a rôle admin. Je peux ajouter un autre rôle en fait. Pour ajouter des rôles, vous venez ici, vous venez assign role. Vous venez là, donc utilisateur par exemple bonne vie, je pense que c'est ça. Hein. J'ai bonne vie là, utilisateur bonne vie, je vais l'assigner un rôle en fait. Je vais mettre juste un lien pour assigner un rôle, d'accord. Signer un rôle, je vais mettre un lien quelque part là où vous voyez mon curseur là. Je vais mettre mon lien ici, mes liens là pour assigner un rôle. D'accord, donc la personne va assigner un rôle et quand la personne a assigné un rôle, vous allez aller sur assigner un rôle. Donc je vais assigner un rôle à bonne vie, un autre rôle, le rôle par exemple rôle test, d'accord. Donc j'assigne bonne vie en fait le rôle test et je vais donc, ça veut dire que c'est bon, your operation has been completed successfully. Donc je repars et vous allez voir qu'en fait il a dit qu'en fait il m'a renvoyé en fait sur la partie rôle, d'accord. Sur la couche rôle, ça veut dire que quoi, je peux changer ou modifier, d'accord, je peux modifier le rôle, je peux aussi voilà, annuler, voilà tout ça. Je peux également assigner un autre rôle, d'accord. Ça dépendra. Sinon, si je suis satisfait, je peux répartir et je vois qu'en fait, bonne vie en fait, il a en fait deux rôles, le rôle admin et le rôle test, d'accord. Donc c'est un peu ça la logique. Maintenant, avec ça en pensée, le reste, ça devient, vous avez la possibilité d'imprimer, d'accord, d'imprimer vos utilisateurs. Donc, quand vous imprimez, vous avez un peu, vous saurez à peu près, vous envoyez ça au département pour voir un peu quelles sont les personnes qui sont sur l'application et puis quel est le rôle en fait attribué à chaque utilisateur, d'accord. Vous pouvez imprimer cela. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'imprimer ou bien vous laisser comme ça, d'accord. Alors, c'était un peu ça l'objet de, vous pouvez ajouter les utilisateurs, hein. Tout fonctionne en fait. Vous ajoutez les utilisateurs, user, novembre, je ne suis pas inspiré, hein. Vous ajoutez novembre, gmail.com, mot de passe, vous mettez ça, vous avez un utilisateur qui a été ajouté ici, d'accord. Maintenant, cet utilisateur, vous voyez qu'il n'a pas de rôle. J'ai créé un utilisateur, il n'a pas de rôle. C'est ce qui va se passer également. Si quelqu'un crée un rôle, crée un compte, cette personne va créer un compte sans avoir de rôle. Et s'il n'a pas de rôle, il n'aura pas accès à certaines ressources de l'application parce que les ressources sont disponibles en fonction des rôles. Il y a des ressources qui sont uniquement disponibles pour les administrateurs, les ressources qui sont uniquement pour les role users, les ressources qui sont uniquement la ressource, ça peut être une page, d'accord. Les ressources qui sont uniquement disponibles pour les maintenanciers, les ressources qui sont uniquement, voilà. Donc, du coup, quand l'utilisateur crée un rôle, il n'a pas accès aux ressources. Il n'a pas accès aux ressources. Il peut avoir uniquement accès à la page basique, la présentation de l'application, les informations, mais lorsqu'il va cliquer sur certaines pages ne seront pas peut-être visibles ou il ne peut pas accéder.
Pourquoi? Il va devoir, une fois que le client il crée, en fait, là il n'est pas encore l'utilisateur, il est juste un client, il crée un compte, 24 heures plus tard, d'accord, l'administrateur va devoir faire un retour en lui attribuant un rôle. D'accord? Donc j'ai un utilisateur qui s'appelle Novembre avec le compte gmail@novembre@gmail.com. D'accord? Donc je peux venir là, je peux modifier son mot de passe. Il dit qu'il n'a plus accès au mot de passe. Je peux dire que ton mot de passe deviendra, voilà, ton mot de passe deviendra ça. Je viens là, le mot de passe a été modifié. Même moi qui modifie le mot de passe, je n'aurai pas accès. D'accord? Vous voyez que quand je vais modifier le mot de passe, c'est-à-dire que si l'utilisateur oublie son mot de passe, l'administrateur peut changer le mot de passe, mais ne connaîtra pas le mot de passe initial. D'accord? Il peut changer le mot de passe et il lui donne le mot de passe qu'il a changé. D'accord? Dans ce cas, lorsqu'il va se connecter, il pourra lui-même changer son compte, etc. Donc, on va mettre la possibilité à l'utilisateur de pouvoir changer. Donc, une fois que le mot de passe est modifié, il peut changer, d'accord? Il peut mettre en place un système où, voilà, genre, on modifie son mot de passe, on lui donne son adresse email, on dit va te connecter. Lorsqu'il va se connecter, on lui donne la possibilité de changer lui-même son mot de passe. Ça, c'est possible également. Nous allons pouvoir le faire. Maintenant, parlons de cet utilisateur qui a un compte, d'accord? Il a un compte, il a créé, mais il ne peut pas avoir accès aux ressources, d'accord? Ce que je vais faire en fait, nous allons devoir utiliser un système de l'attribution de rôles. Et tout ça là, il faut assigner un rôle à l'utilisateur. Donc, j'ai l'utilisateur Novembre qui n'a pas encore de rôle, je lui assigne un rôle. Si je lui assigne le rôle user, à ce moment-là, l'utilisateur, j'assigne un rôle en fait. Je dis OK, le rôle a été assigné. Donc, l'utilisateur désormais aura un rôle. Donc, quand je vais partir sur le user, sur la liste user, je vois qu'en fait, il a maintenant un rôle en fait. Vous voyez, il a maintenant un rôle. Ce qui fait qu'en fait, cet utilisateur-là peut avoir accès aux ressources de mon application. Donc, c'est un système qui a été configuré de cette façon-là. On peut lui attribuer aussi plusieurs rôles. On peut dire, bon, on l'attribue un autre rôle. Le rôle sera, en fait, on va attribuer un autre rôle. D'accord? L'utilisateur peut avoir plusieurs rôles. C'est ce qu'on a dit dans notre système, d'accord? Donc, je peux lui attribuer également un rôle comptable. D'accord? Un rôle comptable. Ça veut dire qu'il va avoir accès aux ressources qui gèrent la comptabilité. Donc, je mets ici. Donc, directement, l'utilisateur, et quand je vais aller sur la page, en fait, qui gère les ressources là, donc je vais avoir en fait la possibilité de pouvoir rapidement pouvoir gérer. Donc, j'ai en fait, vous voyez qu'il a maintenant le rôle user, il a le rôle comptable. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Et comme il a les deux rôles, il a le rôle user, il a le rôle comptable, ça veut dire qu'il peut accéder à la page qui sont autorisés aux users et à la page qui sont autorisés aux comptables. Sinon, s'il n'a pas des rôles comme ça, il ne pourra que il va se connecter certes, mais il n'aura pas accès aux ressources qui sont liées à ces pages-là. D'accord? C'est-à-dire que pour accéder à une ressource qui nécessite une autorisation, il faut qu'on t'attribue un rôle. Donc, vous pouvez venir sur la plateforme, vous créez le compte, mais vous n'avez pas accès aux ressources. Il faut 24 heures plus tard, parce que 24 heures, c'est la marge. Hein, c'est la marge. Aux 48 heures, lorsque les administrateurs vont se connecter, ils vont devoir, dans cette marge-là, vous donner l'autorisation d'accéder aux ressources maintenant. C'est comme ça qu'on peut contrôler une application. Alors, sur cette page-là, ça c'est l'administrateur. Donc, ça veut dire que j'ai une façon, je vais pouvoir sécuriser cela également. Parlons maintenant de la sécurité. Ok? Je vais arrêter la vidéo d'abord ici, mais avant d'arrêter la vidéo ici, je trouve que c'est un peu long quand même, parce que pour ne pas abuser des explications, il faut qu'il y ait plusieurs parties qui soient faites en fait. Donc, je vais ici devoir vous montrer un peu comment mon code se comporte en fait. Si vous voulez, en fait, le code il est là. Liste en fait, c'est ça, les rôles sont là. Donc, j'ai utilisé en fait, comment on appelle ça? J'ai utilisé les systèmes de. Bon, je vais utiliser du Bootstrap modal. Hein. Non, pas Bootstrap modal, Bootstrap CDN. Après, il y a un petit souci aussi. Je pense que c'est un problème de conflit que je vais régler tout à l'heure. D'accord? Parce que j'ai mis du Bootstrap dedans. Après, je ne sais pas si j'avais enlevé. Nous allons essayer de régler le problème de sécurité rapidement avant de passer à la consommation de l'API REST en mettant le package, la dépendance de l'API REST HTTP Client
Donc, on va utiliser du HTTP client, de Apache HTTP client pour pouvoir se connecter à notre API REST qui se trouve dans la partie EJB. C'est-à-dire que lorsque je vais me connecter, les ressources dont je vais avoir, d'accord, cela dépendra. Est-ce que je vais utiliser mes ressources dans l'application ou bien je vais dans. Dès que je vais me connecter, je serai redirigé vers la page qui consomme l'API REST au niveau de mon application. Dans ce cas, ce sera sur une autre application. Une fois que je me connecte, dès que l'utilisateur se connecte, l'utilisateur va se rediriger, d'accord, directement vers la page de l'application. Un autre client, ça peut être un client, il sera redirigé vers un client JSP, non plutôt un client JSF, d'accord. Donc notre EJB sera consommé par un client JSF. Moi, je vais juste traduire cela en disant que si l'utilisateur se connecte sur cette partie-là, sur mon application qui est là présentement, de Tomcat là, le lien, d'accord, il va consommer les données, d'accord, et puis pouvoir rediriger l'utilisateur vers en fait l'application qui va utiliser le système de code, etc. Ce sera maintenant une autre application JSF qui va donc de façon très facile. Donc je serai toujours dans la partie serveur qui va consommer en fait et faire toutes les opérations possibles sur la partie EJB. On verra ça plus tard. Par contre, si j'utilise le EJB, je n'ai pas besoin d'utiliser en fait les... Je vais voir comment faire le mécanisme, d'accord? Donc à nous revoir à la prochaine vidéo parce que j'ai plusieurs possibilités quand même de régler ce problème-là. Donc la deuxième partie de la vidéo va parler de la sécurité. Donc on va devoir configurer, activer les filtres pour que la personne se connecte directement sur l'application. Et puis on va voir comment créer le compte directement. La personne va créer le compte. Une fois que la personne crée le compte, la personne aura accès aux ressources basiques de l'application qui sont autorisées à tous les clients. Par contre, les accès seront limités par rapport à l'attribution des rôles. Merci à vous et on se dit à la prochaine vidéo. Moi, je suis le formateur coach. Je suis Bonne Vie Baby, en fait, développeur et formateur, coach également, disponible pour les formations, pour les professionnels, en présentiel comme à distance. Mais si je dois être pris en présentiel, je vais être en mode consultation parce que je ne vais pas travailler dans les entreprises comme ça. Je vais venir régler le problème en fait et puis je finis mon travail et puis je m'en vais. Maintenant, à distance, j'ai la possibilité de travailler pour des personnes, c'est-à-dire créer les applications, contribuer dans les projets. Là, je serai en mode développeur, d'accord? Et si vous m'appelez en présentiel sur les projets, je serai en mode consultation, d'accord? Et merci à vous. Donc, n'hésitez pas, je suis très passionné par la technologie et je suis à fond dans les technologies modernes et je m'y connais beaucoup dans la partie sécurité également. Merci et au revoir à la prochaine vidéo.